Et bonjour à tous, vous êtes sur Fly FM 89.9 avec Samedi avec vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, malgré l'absence de ma collègue Louisa, qui est chez elle, la pauvre, un peu souffrante, de recevoir Cécile. Bonjour, Claudie. Et Jean-Luc. Bonjour. Qui sont tous les deux représentants du LPO. Alors, qui êtes-vous et c'est quoi le LPO ? Alors, moi je suis Cécile, donc je suis la coordinatrice du groupe local Ventoux, qui dépend donc de l'association de la LPO PACA, donc de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc la LPO PACA dépend aussi de la LPO France, puisque la LPO France est représentée par différentes associations au niveau régional et au niveau départemental. Donc nous, dans le Vaucluse, nous faisons partie de la LPO PACA. D'accord. Et votre rôle à chacun, à Cécile et à Jean-Luc. Jean-Luc, votre rôle, c'est quoi ? Alors donc, j'appartiens également au groupe local Ventoux. Voilà. Et donc, mon rôle, je suis bénévole dans ce groupe. Et mon rôle peut être multiple au sein du groupe, c'est-à-dire participer à des écoutes, des inventaires d'espèces. Ça peut être participer à de l'information, notamment auprès des scolaires. Ça peut être aussi participer à des opérations, par exemple, de restauration d'espèces. Je pense par exemple... Oui, c'est quoi restauration d'espèces ? Voilà, enfin restauration, c'est-à-dire protection, restauration. Je pense par exemple aux hirondelles, que ce soit les hirondelles rustiques ou les hirondelles de fenêtre qui sont en danger sur le territoire aussi bien local que national, et pour lesquelles on met en place des actions spécifiques, par exemple pose de nid, suivi des populations, voilà. Pourquoi sont-elles en danger, les hirondelles ? Parce qu'on disait toujours l'hirondelle fait le printemps, on y est attaché à nos hirondelles. Mais elles font toujours le printemps, elles sont en danger parce que leurs conditions de vie sur notre territoire sont de plus en plus difficiles. C'est des graves. Voilà, elles doivent déjà faire, donc ce sont des oiseaux migrateurs, ils doivent déjà faire face à un parcours des fois de plus de 10 000 km pour venir nous rejoindre. Donc bien sûr avec tous les dangers qui peuvent leur barrer le chemin. Ensuite, arriver chez nous, le but c'est de se reproduire et pour se reproduire, il faut construire des nids. Et déjà, donc elles ont de plus en plus de mal pour trouver des zones humides qui leur permettent de récupérer la terre afin de construire leur nid, parce que leur nid est constitué essentiellement de terre et puis aussi d'autres petits matériaux, mais essentiellement de terre. Est-ce que c'est à cause de la sécheresse ? C'est aussi à cause de la sécheresse, à cause de la disparition des zones humides. Et aussi à cause de la raréfaction du plancton aérien, c'est-à-dire de tous les insectes dont elles se nourrissent et dont elles nourrissent leur progéniture. Donc de ce fait, il y en a de moins en moins. Et puis le problème aussi réside dans le fait que les hirondelles reviennent toujours au même endroit pour nicher. Elles gardent en mémoire leur nid, voilà. Et suite aux rénovations de façade, aux destructions de leur nid dues aux intempéries, dues aux actions humaines, eh bien, quand elles voient que leur nid n'y est plus, eh bien, elles désertent. Ah oui, voilà. Elles s'en vont ailleurs ? Elles s'en vont ailleurs. Et où ? C'est mystère. Vous avez fait une enquête pour savoir. C'est compliqué. Mais est-ce que quand même dans le Vaucluse, la faune est quand même assez... c'est peut-être Jean-Luc qui va me répondre. Elle est en régression ou elle est en progression ou elle stagne ? Alors, comment est l'état de la faune ? Voilà. Alors, si dans le Vaucluse, on a une réelle richesse de la faune, de la biodiversité, on doit noter, hélas, qu'effectivement, il y a une régression d'une majorité d'espèces. Et encore une fois, que ce soit aussi bien au niveau départemental que régional que national, on assiste à un effondrement de beaucoup d'espèces. Mais très, très important ? Ah oui, alors je peux vous citer quelques chiffres. Par exemple, on cite une disparition, une mise en danger, voire une disparition de 9% des mammifères dans les années à venir. C'est 19% des reptiles, c'est 21% des amphibiens, c'est 27% des oiseaux nicheurs. Oui. Donc ce sont des chiffres qui sont vraiment très très inquiétants. On parle bien de disparition d'espèces. Oui. Voilà. Ils existeront plus. Alors, éradiqués. Ce sont des très mauvaises nouvelles. Je peux vous dire, par exemple, on parlait des hirondelles, que 40% des hirondelles ont disparu en à peu près 20 ans. Oui, d'accord. Donc et ça s'accélère rapidement. C'est assez dramatique, ça s'accélère avec les problèmes liés à l'environnement, bien sûr. Et on a aussi, alors je vais quand même être un tout petit peu optimiste. Oui. On a aussi des populations qui peuvent augmenter. Alors ça peut être
soit grâce à des plans de réintroduction, de réaménagement des espaces qu'elles fréquentent. Ça peut être aussi des espèces qui profitent quand même de l'homme, on va dire, qui sont plutôt anthropophiles, qui aiment la présence humaine, qui s'adaptent à l'homme. Alors, on a par exemple des oiseaux dits généralistes, c'est-à-dire qui s'adaptent à différents milieux, qui peuplent une grande variété d'habitats, qui eux sont en augmentation. Et on peut parler d'une augmentation, c'est quelques 20-30 ans, de 19% des populations d'oiseaux généralistes. D'accord. Donc vous voyez, on en a qui disparaissent, hélas, et ça c'est très grave et très préoccupant, il faut s'y attacher. On a certaines populations qui se portent bien. Je pourrais citer par exemple les mésanges. Les mésanges, on en voit vous pouvez en voir autour de tous les jardins, dans tous les environnements citadins, campagnes. Voilà, ce sont des populations qui se portent bien actuellement. C'est ceux qui viennent dans mon jardin? Voilà, vous en avez assurément dans votre jardin. J'en ai pas mal, oui, j'aime bien, c'est sympa. Et par exemple, vous êtes tous des bénévoles. Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que vous êtes en demande? Oui, on est toujours en demande, bien entendu. Parce qu'il y a un turnover peut-être, les gens s'en vont. Non, il n'y a pas tellement de turnover. C'est juste qu'on est pour la plupart encore salariés, donc on fait ça. Vous n'avez pas du temps à revendre. Voilà, malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Des fois, on se demandait si on avait plus, ce serait bien. Voilà. Donc oui, on est demandeurs et puis en plus, on a de plus en plus d'actions et on est de plus en plus sollicités pour collaborer avec différentes structures, que ce soit municipalités ou bien écoles, collèges, lycées, professionnels. Donc, effectivement, vous manquez de bras. On recrute, tout à fait. Absolument. Et ces bénévoles sont formés. Comment vous faites parce que on n'arrive pas comme ça à soigner un oiseau. Il faut quand même savoir le faire. Nous, on ne soigne... Enfin, disons, au niveau du groupe local, on ne soigne pas les oiseaux. Il y a le centre régional de la sauvegarde de la faune sauvage qui s'en charge. Et là, effectivement, les bénévoles qui sont là-bas ont une formation pour, bien sûr, s'occuper de la faune sauvage. Généralement, les bénévoles qui viennent nous rejoindre, ils sont passionnés par la biodiversité. Et ensuite, il y a la LPOPACA assure des formations ornithologues tous les ans pour pouvoir justement avoir de meilleures connaissances et agir de façon plus efficace en faveur de la biodiversité. Voilà. Oui, donc votre rôle à vous, c'est plutôt un rôle de conseil. Vous allez dans les écoles pour parler justement de l'état justement de la faune, de la flore. Voilà, pas c'est de la ça. flore, de la faune. Oui. Dans le Vaucluse. On fait effectivement des animations. Vous êtes sollicité souvent? Oui, très souvent, et de plus en plus. Oui. Parce que ça intéresse les collèges. Oui, les enseignants veulent donc communiquer beaucoup avec les enfants à ce sujet. Ils veulent réveiller, bien sûr, les consciences. Donc, oui, je pense que de plus en plus. Je pense que c'est justement la base, apprendre aux enfants à respecter les animaux. C'est ça. On leur apprend tout petit et puis ça perdure dans le... Exactement. Et avant, ça ne se faisait pas du tout? Ça se faisait moins parce que il y avait peut-être moins d'associations aussi de défense et puis moins d'interaction, peut-être aussi du fait du fonctionnement de l'éducation nationale qui n'avait peut-être pas forcément l'autorisation de faire appel à des associations dans le cadre de l'enseignement. Ça s'est ouvert, oui. Voilà, tout à fait. C'est ouvert. Et quand vous interveniez dans ces écoles, vous faites comment? Vous avez vous passez des vidéos oui, comment le message passe-t-il? On a des supports, on a des expositions, donc qui nous permettent de pouvoir montrer aux enfants comment ça se passe, et puis on les amène sur le terrain. Ouais, ça c'est bien. Voilà, en vrai. Voilà, on fait un peu de théorique à la base, et puis ensuite, allez hop, avec l'enseignant et sa classe, on peut aller notamment à Carpentras, sur les bords de l'Ozon, pour aller faire découvrir sur les bords de l'Ozon. C'est pas bien loin. Voilà, exactement. Et c'est facile. Tout à fait. Bon, je pense qu'on va pas tarder à se faire une petite pause. Voilà, c'est l'heure. Et on se retrouve dans un petit moment et on parlera encore de ces chers oiseaux. Bien volontiers. À tout à l'heure. Sur Fly FM 89.9, donc nous sommes avec les représentants de la Ligue d'associations qui protègent les animaux. Les oiseaux. C'est des animaux. Oh, la biodiversité. Oui. Je sais pas, j'étais dans les animaux au sens large du terme. Et je voulais demander à Jean-Luc quel outil on peut mettre en œuvre auprès des collectivités locales. Est-ce qu'elles jouent le jeu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, donc il y a des outils
essentiels pour permettre à la biodiversité d'exister, de se développer, de ne pas disparaître. Alors on a des actions très locales. Alors par exemple, des collectivités font appel à nous pour installer des refuges qu'on appelle des refuges. Alors, label refuge LPO. Alors ce sont des lieux, on va dire, privilégiés pour accueillir la biodiversité, sur lesquels on va conseiller la mise en place de mesures de protection, d'accompagnement qui sont essentielles pour donc que ces espèces puissent y vivre. Par exemple, ne pas utiliser de pesticides, favoriser les haies, les vives, les multiples, les essences locales, favoriser la présence de grands arbres, laisser des vieux arbres morts, etc. Donc, on peut proposer aux collectivités locales des plans, on va dire des plans d'aménagement de lieux dédiés pour favoriser la présence de cette biodiversité. Ça, c'est un premier aspect. Mais ce sur quoi on travaille de plus en plus aujourd'hui, et ça apparaît fondamental, c'est la nécessité de favoriser aussi la circulation des espèces. Oui, on se rend compte que si on a juste des lieux, ce qu'on appelle des réservoirs de biodiversité, ça suffit pas. Ça n'est pas du tout suffisant pour la survie des espèces. Les espèces sont comme nous, elles ont besoin de se nourrir, de dormir, de se reposer, de bouger, de se déplacer, et notamment se déplacer pour justement subvenir à tous ses besoins et celui de trouver de la nourriture. Et il y a des dangers sur la route. Il y a des dangers sur la route, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du territoire. On a des routes, on a des voies ferrées, on a de plus en plus de surfaces urbanisées, de zones commerciales. Toutes ces structures qui nuisent à la survie et au déplacement des espèces. Et on s'est rendu compte qu'il était donc fondamental d'installer des couloirs de circulation, soit de préserver, soit de restaurer. Comment vous faites ? Soit même de mettre en place des couloirs de circulation. Comment ça peut se faire ? Alors, quel est comment vous faites ? Alors, les couleurs, quand même, on touche ici à la notion de trame de circulation. On parle de trame verte, de trame bleue. Trame verte pour la circulation terrestre. Donc, on pense vers haies, arbres, champs, etc. On parle de trame bleue quand il s'agit des cours d'eau. On parle même de trame noire quand il s'agit de la circulation des espèces qui circulent la nuit. On parle même de trame turquoise quand il s'agit de la circulation d'espèces entre des milieux terrestres et des milieux aquatiques, comme par exemple tous les amphibiens, crapauds, grenouilles, etc. Et donc, la loi demande aux collectivités locales de mettre en place ces trames pour préserver les espèces. Alors c'est un travail de longue haleine, parce que c'est inscrit dans la loi, mais non encore obligatoire. Et peut-être aussi ça coûte. Donc, et ça coûte cher, ça coûte très très cher. Alors par exemple, je vous cite au moins 2 exemples. On voit de plus en plus la mise en œuvre de passages sur ou sous autoroutes. Le nom de nos autoroutes françaises. Les grenouilles et les crapauds, mais plus que les grenouilles et les crapauds. On voit aussi pour les hérissons, on voit des gros passages, des passages pour la grande faune, cerfs, sangliers, etc. Je ne sais pas si vous circulez donc en voiture sur certaines de nos autoroutes. Bien vous voyez sûr. Maintenant des ponts très larges qui sont protégés par des barrières en bois, et d'ailleurs souvent sur lesquels il indiquait passage à faune, où il y a des animaux qui sont dessinés, des silhouettes, et donc ce sont des passages à faune qui sont très étudiés. Alors là, il s'agit d'une collaboration étroite entre les concepteurs d'infrastructures, les collectivités et les associations de protection de la nature, dont la LPO, pour étudier effectivement des endroits judicieux où implanter ces passages. Voilà. Et je peux citer un autre exemple qui est, par exemple, la mise en place pour l'instant expérimentale d'un passage à Batracien sur la route entre Mazan et Malmort, soit départ. Alors ce qu'on pourrait appeler un batracoduc ou un crapauduc, puisque ce sont très amusant. Ce sont essentiellement des crapauds qui sont concernés, et notamment une espèce de crapaud qui s'appelle le Pelodate cultripède. Alors c'est un nom barbare, mais c'est un magnifique petit crapaud très coloré qu'on pourrait appeler peut-être le crapaud léopard, parce qu'il est tacheté. Il est assez charmant, c'est un peu le prince charmant des crapauds. Je vais l'embrasser. Voilà. Et donc on s'est rendu compte que ces crapauds, alors c'est un exemple très précis là, parce que tout à fait. Ces crapauds, au moment de la reproduction, doivent aller des zones terrestres où ils habitent aux zones aquatiques où ils se reproduisent. On se rend compte que c'est une hécatombe, une véritable hécatombe. Ils doivent traverser en fait 2 routes départementales pour pouvoir aller se reproduire. C'est un suicide. Donc, heureusement, le département, en collaboration avec la LPO, s'est emparé de cette question, et on est en train de mettre en place de façon expérimentale ce crapauduc sur la route de Malmort. Voilà. Ça, c'est une première
expérimentation. Ça, c'est une première en Vaucluse, Crapoyuc. C'est une première en Vaucluse. Et vous espérez que ça va se faire On espère que ça va se reproduire et puis que les collectivités locales vont s'emparer à tout prix de la mise en place de ces trames vertes, bleues, noires. Noir, par exemple, éteindre les lumières dans les villes. On en parlait. Voilà. C'est vrai que et ça fait un halo de lumière et les oiseaux nocturnes, donc. Les oiseaux et les insectes surtout, qui sont complètement déstabilisés. Voilà, dévariés, parce que pour eux, la lumière c'est le jour, donc ça perturbe leur rythme de vie, leur rythme de reproduction aussi, et donc ça provoque aussi des dégâts, puisque. Bien sûr. Et puis en plus on ferait des économies. Oui, en plus. Donc ça a étudié. Voilà, et heureusement, il y a certaines communes qui commencent à appliquer. Il y a une heure spéciale. Voilà, à partir de 11h, ils éteignent tous les éclairages publics pour préserver l'obscurité. Surtout qu'en ce moment, on est confiné le soir. Donc, on ne voit pas à quoi ça sert d'avoir de la lumière. C'est pas vrai. C'est bon. Bon, on se fait une petite pause et on se retrouve. C'est mon technicien qui me fait des signes. À tout à l'heure. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission qui parle des associations. Et donc aujourd'hui, on a la Ligue d'associations. C'est une association qui s'occupe des oiseaux, qui les protège. Et donc, qu'est-ce que c'est un inventaire? Est-ce que vous inventez, comment on dit un inventaire de toutes les races? Alors, on participe régulièrement à des inventaires qui peuvent concerner soit une seule espèce, soit tout un tas de différents oiseaux qui sont là pour un événement donné. Et vous faites comment? Alors, par exemple, actuellement, on est en pleine période de l'observatoire de la chevêche d'Athéna, donc qui est un petit rapace nocturne, et on ne peut le faire qu'à la tombée de la nuit. Donc, on se déplace sur des points bien particuliers qui ont été définis déjà depuis de nombreuses années. Donc, on retourne toujours au même point pour faire ensuite des statistiques pour savoir si la chouette est toujours présente ou si elle ne l'est plus ou si elle, au contraire, sa population a augmenté. Donc, on se déplace sur un point et là, on met donc en place un système de repasse. Donc, une repasse et on diffuse un chant ou un cri de cette espèce. Comme les appos. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, on pourrait essayer d'identifier parce qu'il va y avoir une réponse de la part de l'espèce à la diffusion donc de ce cri. Et à ce moment-là, on le passe. Il y a un certain protocole à suivre. Donc, on passe la repasse pendant un certain temps. Et dès qu'on entend donc l'oiseau répondre à cette repasse, on note si c'est un mâle, si c'est une femelle, à quelle distance il est. Comment vous le savez? Ça, c'est une habitude après. Ah oui, c'est pas le même voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, on peut repérer malgré tout dans l'espace par rapport à leurs habitats. C'est-à-dire que ces oiseaux-là, on va les trouver essentiellement dans des vieux arbres ou dans des haies. Donc, par rapport à l'endroit où on se situe, si on est à côté d'une maison et que juste derrière cette maison, il y a une haie qu'on se situe à 50 mètres, on sait que l'oiseau qu'on entend, il va être dans cette haie. Donc, on va savoir qu'il est à 50 mètres, par exemple. Voilà. Et comment vous savez si c'est une femelle ou un mâle? Ah bah, ils ont voilà, le mâle a un cri, voilà. Donc, et la femelle va lui répondre avec un chant différent, tout à fait. D'accord. Après, des fois, sur certaines espèces, c'est peu perceptible, mais c'est une histoire d'habitude. Voilà, après, c'est à l'oreille. Voilà. Donc, là, c'est un inventaire sur une espèce. Comme là, à partir de fin mai, on va commencer les inventaires aussi dans les différentes communes des hirondelles et des martinets. Voilà. Donc là, on se ça dure toute l'année? Non, ça dure pendant. Non, parce que là, ce sont des oiseaux migrateurs qui sont là uniquement jusqu'à septembre, on va dire, en fonction des espèces. Donc là, les inventaires, c'est essentiellement juin-juillet. Voilà, où là, tous les week-ends, on arpente les communes de notre secteur pour aller dénombrer le nombre de nids existants, le nombre de... Vous êtes nombreux à faire ça? Alors, on est une dizaine de bénévoles actifs dans notre groupe. On a environ 22 bénévoles qui viennent aux réunions ou qui sont en contact avec nous. Et sur le terrain, on est une dizaine de personnes vraiment très actives. Donc, on se répartit les tâches. Mais par exemple, sur les inventaires hirondelles, on fonctionne aussi en partenariat avec le PNR Ventoux. Donc là, on a un très important partenariat avec eux. Et c'est formidable d'ailleurs parce qu'ils sont très actifs.
Donc, eux s'occupent de faire des inventaires sur certaines communes du Mont Ventoux, et ils font même des inventaires participatifs auxquels le public peut participer. D'accord. Donc, il suffit que le public aille sur le site et s'inscrive aux inventaires au chantier. C'est des chantiers du PNR. C'est ponctuel. Voilà, c'est ponctuel à certaines dates. Par exemple, ça commence le 5 juin à Saint-Didier. Voilà. Et en plus, on prend l'air et on rencontre les gens. C'est ça, et donc on accompagne, on explique comment ça fonctionne. C'est bien. Et je voulais demander à Jean-Luc, si quelqu'un trouve un oiseau blessé, que faut-il faire? Alors, on doit souligner tout d'abord qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas conserver chez soi un oiseau qui soit mort, blessé, en bonne santé. C'est complètement interdit par la loi. Tout animal sauvage doit être remis à des personnes compétentes, mais on n'a absolument pas le droit d'en détenir. C'est absolument interdit, y compris mort, je souligne bien. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir fait du braconnage ou je ne sais quoi. Bref, c'est complètement interdit. Alors donc, quand on trouve un oiseau ou un autre animal blessé, il faut s'adresser au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buhoux avec un numéro dédié. Alors, j'ai pas le numéro je l'ai, moi. 04 voilà. 90 74 10 55. Voilà. Celui-là. Je le redis, 04 90 74 10 55. Mais on va sur votre site, on le trouve. Voilà, c'est un centre agréé pour accueillir et soigner les animaux sauvages. Et donc, ce centre va contacter un transporteur. Nous avons des transporteurs qui ont une capacité, qui ont le droit de faire ce transport pour apporter ces oiseaux jusqu'au centre. Voilà. Sinon, on ne peut pas le faire soi-même. C'est complètement interdit, on n'a pas le droit. Mais déjà, quand vous trouvez un rapace blessé sauvage, il faut quand même prendre des précautions, non? C'est pas évident, hein? Alors oui, dans ces cas-là, il faut appeler tout de suite. Oui, on ne touche pas. Voilà, tout dépend de l'état après de l'état de santé de l'oiseau, mais effectivement, c'est compliqué quand même. Hein. Puis c'est aussi un risque de le blesser en le manipulant pas correctement. Donc, il faut de suite appeler soit le centre de sauvegarde de la faune sauvage, soit aussi les agents de l'ONB ou qui pourraient venir aussi en secours. Et même, il y a un département chez les pompiers qui est aussi spécialisé pour intervenir sur les animaux plus importants. Et eux peuvent aider à récupérer l'animal blessé. Voilà, on ne touche pas. Non, on ne touche pas. Voilà, on appelle, on ne touche pas. Voilà. Soit les pompiers. Alors, mis à part, je dirais, vous trouvez une petite mésange qui avait été blessée parce que, par exemple, elle a été attaquée par un chat et elle est là mal en point. Il suffit de la prendre et de la mettre dans une boîte en carton fermée avec des trous d'aération, parce que dans l'obscurité, l'oiseau va se calmer et ça va permettre d'être en transition pour le parcours jusqu'au centre régional. C'est pas pareil. Un rapace et un petit oiseau. Voilà, c'est ça. Voilà, moi souvent mon chien, ça y est arrivé d'attraper un oiseau et je l'ai fait partir. Donc, c'est pas un chat, mais bon, il aime pas. Il aime pas. Parce que moi, ils tombent dans la cheminée, les oiseaux. Et je les retrouve dans ma véranda. Des fois, ils sont complètement affolés à se taper contre les fenêtres. Et voilà. Je crois qu'on se fait une petite pause. Allez, on se retrouve et on conclura tout à l'heure. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec LPO, donc qui s'occupe de la protection des oiseaux. Et Jean-Luc voulait nous donner des conseils pour faire revenir la biodiversité dans nos jardins. Alors effectivement, quel plaisir et quelle disons, mesure fondamentale que de faire revenir la biodiversité chez soi. Alors, on a plein de choses à respecter pour qu'effectivement cette biodiversité, ces animaux, ces oiseaux, ces insectes puissent vivre, puissent survivre aussi parfois. Alors, les conseils essentiels sont bien sûr ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Voilà, on ne devrait plus en utiliser. Hélas, on en utilise encore. Parfois, on a des restes, on a des vieux restes et on continue à utiliser. Donc, à bannir des jardins à tout prix. Installer des haies variées, des essences locales si possible, c'est-à-dire qui sont compatibles avec la vie des insectes et des oiseaux locaux. Éviter de tondre, mais bien sûr, on peut éviter de faire propre son jardin. On a la maladie de vouloir faire propre son jardin. Alors, écoutez, moi, récemment, j'ai juste aménagé des allées au milieu des grandes herbes folles et des fleurs dans mon jardin. Mes amis qui venaient à la maison trouvaient ça. C'est joli.
vraiment superbe. Ouais. Voilà. Donc ça peut être beau même si c'est pas fauché. Alors installation, alors, le must c'est l'installation d'une mare, d'un point d'eau chez soi. Alors ça c'est fondamental. Hein, les oiseaux viennent se baigner, les animaux en général, pardon, viennent se baigner, viennent boire, viennent se nettoyer. C'est fondamental. C'est toute une biodiversité qui s'installe, toute une chaîne alimentaire qui s'installe. Donc le point d'eau, si vous pouvez le faire, faites-le chez vous. Utilisez avec prudence les engins motorisés, bien sûr. Combien de hérissons se font massacrer par les tondeuses? Ça peut être aussi des tortues, ça peut être des lézards, etc. Si vous le pouvez installer quelques nichoirs dans le jardin, si bien sûr les conditions d'accueil sont favorables, des conditions que je disais plus haut, c'est-à-dire des arbres, de l'herbe haute, etc. Installer des tas de bois, des tas de pierres. Ça, j'en ai. Voilà, ça c'est fondamental. Éventuellement, aider les oiseaux à passer l'hiver en installant une mangeoire. Voilà, alors, en nourrissant prudemment les oiseaux, puis en arrêtant de les nourrir bien sûr au printemps, puisqu'ils doivent aussi apprendre à subvenir à leurs besoins tout seuls. Et puis bien sûr, éviter de trop tailler les arbres, de les tailler à mauvaise saison, ne tailler pas les arbres au printemps. Ça, là, c'est catastrophique. En période de nidification, c'est évidemment catastrophique. Et ce qui est important aussi, c'est de faire attention quand on rénove le bâti. Voilà, quand on rénove le bâti, on a tendance à boucher tous les trous, toutes les anfractuosités. Et ce sont des niches écologiques essentielles pour les chauves-souris, pour certains oiseaux, pour certains insectes. Donc, évitez de le faire. Ou si vous le faites, on va dire, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire en essayant de remettre en place des choses artificielles, comme par exemple nous mettons en place des nichoirs artificiels. Hélas, c'est comme ça pour les hirondelles. Je m'excuse sur ces bonnes paroles, sur ces paroles positives. On va se quitter, malheureusement. Mais ça n'empêchera pas peut-être que vous reveniez un jour. Ah, mais bien volontiers. On creusera un peu plus le sujet. Et puis, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Et bon retour chez vous. Merci Claudie. Bonne semaine à vous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous. Au revoir.